nous sommes dans un contexte de guerre dans la ville de Goma. Alors c'est ici que nous avons reçu un enfant des déplacés qui nous est arrivé à l'hôpital de HGR Virunga. Oui, j'ai été appelé pour un enfant de 6 mois qui était né avec une malformation anorectale, qui avait déjà subi une première intervention, la colostomie. Deuxième intervention, c'était une anoplastie. Il est venu dans un tableau de prolapsus stomial non réductible. Il était à déshydratation sévère. Et que les infirmiers de l'hôpital, ils avaient déjà manqué la veine pour réhydrater l'enfant. C'est comme ça qu'on m'a appelé. Pour intervenir chez cet enfant, comme l'enfant était déjà déshydraté, c'était difficile de capter sa veine. J'ai pu recourir au cathéter intraosseux. La trousse de transfusion comme cathéter intraosseux. J'ai pris l'aiguille des trousses de transfusion. J'ai pris l'aiguille de rachis. J'ai introduit dans l'aiguille de transfusion. Il faut faire de telle manière qu'il ne faut pas que votre introducteur puisse traverser. Vous pliez. Alors, c'est cette partie que vous allez utiliser pour entrer au niveau de l'os spongieux. Quand vous êtes déjà entré, vous retirez votre mandrin. Vous prenez une seringue pour aspirer et vous allez voir les sangs sortir. Ici, ce n'est pas comme dans la voie veineuse. Là, vous devez utiliser épée la force pour essayer de pousser les médicaments et les liquides. Ce qu'il faut connaître pour les cathéters intraosseux est que la perfusion ou le sang ne va pas couler. Vous allez pousser ça par une seringue. La difficulté que j'ai rencontrée, c'était sur le plan équipement. Je n'avais pas les cathéters intraosseux recommandés pour de tels cas. Cette technique s'effectue au niveau de l'os tibial, juste en dessous des genoux, à quelques centimètres. C'est là où nous avons procédé par les cathéters intraosseux. Sûr que oui, j'ai fait des adaptations spécifiques, puisque comme les cathéters n'étaient pas là, j'ai pu utiliser la trousse à transfusion. C'est la trousse à transfusion là que j'ai utilisée. J'ai pris l'aiguille, les trocars de la trousse à transfusion, et puis j'ai utilisé aussi l'aiguille de rachis que j'ai utilisé comme mandrin pour que ces trocars ne puissent pas se boucher quand je vais entrer dans l'os spongieux. Les risques associés, nous craignons d'abord le risque d'une infection qui peut conduire à une ostéomélite. C'est comme ça que nous avons procédé par une bonne désinfection de l'endroit pour minimiser ces risques-là. Mais aussi, nous avions fait l'antibioprophylaxie. Nous avons donné l'antibiotique à cet enfant pour minimiser ces risques-là. La plus grande leçon que j'ai tirée dans cette intervention est qu'il faut chercher à s'adapter aux conditions. Comme nous sommes dans un contexte de guerre, j'ai pu m'adapter, puisque les cathéters là intraosseux, ça m'a aidé à réhydrater les malades, ça m'a aidé à induire mon anesthésie par les cathéters intraosseux. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pu donner l'atropine, la kétamine, les propofol et le sixaméthanium par ces cathéters intraosseux. Et si j'ai intubé les malades, comme j'avais déjà donné les liquides, après, j'ai pu poser maintenant les cathéters périphériques. Puisque vous savez que si les cathéters intraosseux traînent, ça peut être à l'origine de quoi? De l'infection, l'ostéomélite. Ce que je peux donner aux jeunes anesthésistes qui travaillent dans les contextes pareils, c'est seulement réfléchir, chercher à s'adapter à la situation. Vous voyez, cet enfant était déshydraté. Si je ne réfléchissais pas, si j'avais dit qu'on cherche
seulement les quantités intraossées. Comme nous sommes dans le contexte de guerre, il y a une panique à Goma, les pharmacies sont fermées. Ça serait difficile de trouver ces quantités intraossées. Mais nous avons pu sauver cet enfant avec l'aiguille de la trousse de transfusion. Le message spécifique est que nous qui sommes dans les pays moins développés, nous sommes obligés à travailler dans les contextes qui nous sont les miens. Par le fait, par exemple, vous voyez, pour cet enfant, j'ai pu utiliser la lotane. Aujourd'hui, la lotane, sur les plans scientifiques, on ne peut pas l'utiliser chez un enfant. Mais j'ai pu utiliser la lotane chez l'enfant. Vous voyez, l'enfant est en train de se réveiller. L'enfant est bien à cause seulement de l'expérience. C'est-à-dire, quand vous utilisez la lotane chez un enfant, il faut bien gérer les concentrations. Donc, il faut surveiller les concentrations par rapport aux signes vitaux, surtout la pulsation. Si la pulsation commence à chuter, vous diminuez aussi la concentration de la lotane. C'est comme ça que vous voyez, l'enfant est bien, il est en train de se réveiller sans problème. Alors qu'ailleurs, on vous dira que la lotane, on ne peut plus utiliser. Vous trouvez, nous sommes dans le contexte où nous n'avons que les vaporisateurs de la lotane. C'est ce que j'ai utilisé pour cet enfant.